Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda VFR 1200F DCT de 2016. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui je me retrouve de nouveau au guidon de la plus grosse machine de la gamme VFR. Et ça, bien sûr, grâce à l'un de mes abonnés. Merci encore à lui d'être venu jusqu'ici afin que je puisse tester cette version DCT de la VFR 1200. Donc si vous suivez régulièrement mes tests, vous avez déjà vu il y a quelques années maintenant le test de la VFR 1200F mais avec une boîte mécanique. Vous avez peut-être également vu le test de la version Trail, la VFR 1200X, qui elle était équipée de la boîte DCT. Et aujourd'hui donc pour compléter les tests, le test de la VFR 1200F, donc la version Sport GT, mais bien équipée de la fameuse boîte à double embrayage de chez Honda DCT. Si jamais vous découvrez la gamme VFR avec cette vidéo, eh bien petit rappel, il s'agit d'une gamme de machines Sport GT de chez Honda, bien sûr, une gamme qui existe depuis le milieu des années 80. Et aujourd'hui, le modèle que je présente, la 1200, c'est la plus grosse qui a été dévoilée en 2009-2010. J'avoue que je me souviens plus exactement de la date. Et là, on est même sur une des toutes dernières produites, vu que cette moto est sortie des catalogues en 2017. Toute la gamme VFR est motorisée par des 4 cylindres en V. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris vu le nom de la machine, il s'agit bien sûr d'un moteur de 1200 cm3, un moteur ultra puissant vu qu'il est donné pour 172 chevaux. Et bien sûr, aujourd'hui, dans cette finition DCT, on a la boîte à double embrayage, ce qui fait qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'embrayage, tout se passe automatiquement. C'est une machine qui est très lourde, d'autant plus dans cette finition qui rajoute 10 kg avec le DCT. Donc la machine actuellement en plus est équipée de toute la bagagerie de l'époque, ce qui fait qu'elle pèse très certainement 300 kg dans la version que je conduis actuellement. Par contre, la machine que je vous présente n'a quasiment pas été accessoirisée. On a juste, comme je vous l'ai dit, la bagagerie qui était une option officielle. On a les poignées chauffantes et aussi la béquille centrale qui était également des options de l'époque. Et je crois que c'est tout, hein. La moto est quasi conforme à ce que vous pouviez voir en concession à l'époque. Comme je l'ai dit, hein, cette VFR, c'est une version Sport GT. Donc déjà, au niveau de la position de conduite, on retrouve quelque chose qui finalement est assez sport. Le guidon est confié à des bracelets, ils sont placés au-dessus du tête-fourche, mais néanmoins, la position est très basculée vers l'avant. On n'est pas allongé complètement sur le réservoir, comme ça pourrait être le cas sur une véritable sportive, mais on est quand même plus penché que sur beaucoup d'autres machines de ce segment. On est vraiment avec une position sport. Après par contre, ce qui dénote, c'est la largeur du réservoir qui est absurde en fait pour une moto qui pourrait être considérée comme un peu sportive. Là on a les jambes très écartées, on a du mal à faire corps avec la machine, surtout qu'en plus aujourd'hui un tapis de protection a été mis sur le réservoir, ce qui m'écarte encore plus les jambes. Les repose-pieds, eux, sont un peu hauts, un tout petit peu vers l'arrière, ce qui renforce le côté sport. Bon, j'arrive dans un premier rond-point. Cette machine est relativement facile à bas régime, mais il faut se méfier du comportement moteur, car c'est un 4 cylindres en V et non pas un 4 cylindres en ligne, donc on ne retrouve pas la souplesse des moteurs en ligne. Là finalement, à bas régime, en dessous des 2000 tours, le moteur il a tendance à cahoter. On a une boîte DCT, donc en plus on ne peut pas réellement jouer, enfin on peut pas du tout jouer avec l'embrayage, hein. Il faut vraiment y aller sur un filet de gaz. C'est un peu déstabilisant, il faut l'avouer. Moi ici vous voyez que quand je veux m'arrêter, je peux mettre facilement un pied au sol. Par contre c'est assez difficile pour moi d'avoir les deux pieds complètement à plat. La moto est un petit peu haute, même si
bien plus basse que la version X qui elle était un véritable cheval. Bon, sur cette machine, vous voyez que pour prendre les informations, on a les rétros qui sont pris très en avant sur le carénage, et ils sont suffisamment sur l'extérieur. Je vois assez bien ce qui se passe derrière moi sans forcément avoir besoin de tourner la tête. J'ai environ 15% des miroirs qui sont pris par mes bras, c'est plutôt bon. Et si je veux vraiment vérifier ce qui se passe dans mes angles morts, je suis obligé de lâcher le guidon afin de tourner la tête. On est trop penché vers l'avant pour pouvoir vérifier les angles morts directement. Donc vous voyez qu'avec cette boîte DCT, les vitesses passent bien sûr toutes seules. Et à chaque changement de rapport, il y a quand même un petit clac. C'est audible, du moins bien plus audible que sur des machines équipées d'une DCT, mais des machines plus récentes. Néanmoins, ça fonctionne bien. Et c'est juste, quand ça change de vitesse, je dirais, une sonorité qui n'est pas forcément agréable, mais il n'y a pas non plus de gros à-coups, ça fonctionne assez bien. Comme j'ai dû vous le dire, la machine est d'origine, et ça aussi, y compris au niveau de l'échappement. Donc on retrouve cet échappement chromé avec une forme un peu spéciale, dirons-nous, du côté droit. En roulant à faible allure, il n'y a aucun bruit, c'est vraiment extrêmement calme. Je me souviens que sur cette machine, il y a des clapets. Donc lorsque vous allez un peu plus vite, lorsqu'on monte dans les tours, logiquement, le bruit de l'échappement devrait changer. D'ailleurs ici, je sors de l'agglomération, j'accélère un peu fort. Et le problème, c'est que la moto est tellement pétée de performance que j'ai même pas eu l'occasion de monter réellement dans les tours. J'étais déjà arrivé au-delà des limites et je me rapprochais un peu trop vite du véhicule qui me précède. Bon, si vous vous souvenez de mon précédent test, je l'avais testé avec une bulle haute et déjà je vous disais que la protection n'était pas dingue. Là, avec la bulle d'origine, partez du principe que de la protection, il n'y en a pas. Je suis à peine à 70-80 et déjà j'ai énormément d'air en pleine tête. Il faudrait que je me penche comme ça, vraiment en mode compétition, pour avoir un minimum de protection. Sur ce genre de machine, c'est absurde, hein. Donc partez du principe que d'origine il n'y a pas de protection, c'est vraiment dommage. Maintenant j'arrive sur le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse, donc là bien sûr la boîte se gère toute seule, ça redescend en deuxième, et à faible allure ça reste assez manœuvrable, hein. Cette machine, bien que lourde, n'est pas compliquée à déplacer, même à faible allure. Faut juste être en mouvement en fait. Là où elle est un peu pénible, c'est vraiment quand on est à l'arrêt. Là le poids peut être difficile à déplacer. Les amis, me revoilà bien sûr ici pour tester les performances à l'accélération. Cette machine a toujours le même moteur, sauf que là on a la boîte DCT et je ne suis pas sûr que la boîte DCT va impacter grandement les performances. Donc je rappelle que cette machine délivre 172 chevaux, qu'aujourd'hui avec tout l'équipement elle est aux alentours des 300 kg, et contrairement à la première génération que j'avais pu tester, celle-ci est équipée d'un traction control qui est sur une seule position, c'est soit il est activé soit il est éteint. Donc là il est activé bien sûr. Il y a l'ABS, ça c'est deux séries sur cette machine, et vous n'avez que deux modes, on va dire mode de boîte de vitesse. Vous avez le mode drive que j'utilise depuis tout à l'heure et un mode sport. Donc je vais faire une première accélération sur le mode drive et ensuite dans l'autre sens je le ferai en mode sport afin de voir si le comportement et les performances sur le 0 à 100 évoluent vraiment. C'est parti, let's go! Ah là, je m'y ferai jamais hein. À la patate de cette moto, on se retrouve satellisé au-delà des 100 km/h sans qu'à aucun moment le moteur soit devenu, on va dire, exubérant, ni par sa sonorité, ni par les vibrations, ni par quoi que ce soit. On a finalement des sensations avec de gros guillemets presque de moto électrique, hein. Ça a une patate dingue, mais il y a très peu de sensations, hein. On est juste happé par l'accélération. Bon, maintenant je vais faire un petit demi-tour, donc il n'y a pas d'embrayage, donc je vais me méfier parce que la machine est quand même très lourde. Je
signale mon demi-tour, je braque à fond et vous voyez que on est bien sur un châssis dérivé quand même un peu d'une sportive, hein. On se retrouve très très vite embuté. J'accélère un minimum pour que ça bouge et c'est un peu compliqué. Là, dans ces phases-là, j'avoue que je préférerais vraiment être avec un embrayage. Bon, de toute façon, entre la version normale et la version DCT, vous doutez bien que l'angle ne change pas. Donc on sort complètement de l'espace pour faire demi-tour, hein. S'il y avait un trottoir, j'aurais totalement tapé dedans. Donc en termes d'angle de braquage, c'est vraiment pas dingue. Maintenant, je passe en mode sport. Et on est reparti pour l'accélération. Ensuite, je teste le freinage. Allez, let's go! Allez, frein arrière, ça freine déjà pas trop mal. Frein avant. Oh, le frein avant, c'est une dinguerie, hein. On y touche à peine et ça vous cloue sur place. Bien sûr, c'est des freins à disque partout. À l'avant, on voyait que les étriers sont énormes. C'est du Nissin, hein. Ça freine super bien. Et vous voyez que les performances, hein, elles sont toujours présentes, hein. Que ce soit en mode normal ou en mode sport, hein. J'ai pas eu une grosse différence de comportement parce que au final, cette machine est tellement performante que le 0 à 100, c'est une formalité pour elle. Le moteur est même pas exploité pour monter à 100. Donc, faudrait que j'aie un espace suffisant pour faire 0 à 200, voire 250, pour voir vraiment une différence de comportement. Enfin, c'est une dinguerie, hein. Au niveau du moteur, c'est toujours aussi performant et toujours aussi peu sensationnel. Ça, je le redis, hein. Bon. Sur cette machine, bien sûr, on n'avait pas de levier d'embrayage, vu qu'il n'y a pas d'embrayage. Par contre, le levier de frein, lui, est toujours le même et il est réglable en écartement. La sensibilité est vraiment bonne. Alors tout à l'heure, j'étais en mode normal, je trouvais l'accélérateur déjà un peu brutal, à faible allure. Alors en mode sport, c'est encore bien pire, hein. La machine, elle part presque sans vous, elle sursaute. En mode sport, en fait, on a l'impression que en permanence elle veut aller au maximum possible, sauf que les performances sont tellement dingues qu'on peut pas, on est tout le temps bloqué derrière les autres véhicules. Bon, au niveau des commodos sur cette machine, il n'y a pas réellement de différence avec la première phase. On a toujours les gros boutons Honda du côté gauche, tout ce qui gère l'éclairage, le klaxon énorme, le bouton pour les poignées chauffantes, ainsi que les feux de détresse. Sur la droite, les boutons typiques à une machine DCT, démarreur, coupe-circuit, et on a même une gâchette pour passer en mode manuel si nécessaire. Le compteur n'a lui aussi pas vraiment changé entre la première phase et cette deuxième génération. Par contre, on a quelques infos supplémentaires sur l'écran de gauche. En dessous de la vitesse, maintenant, on a la consommation moyenne et la consommation instantanée. Et ça, ce n'était pas présent sur les premières VFR 1200. Donc je suis de nouveau en agglomération et vous voyez que en restant à 50 km/h, le mode D de la boîte de vitesse me fait rouler la plupart du temps en quatrième. On n'est pas non plus avec comment dire le comportement qu'il peut y avoir sur des NC où on est très très vite en 5, 6e, mais si nécessaire, hein, j'ai les gâchettes, je peux forcer le passage. Et il y a une limite en fait. Là, si je voulais forcer en passant la 5e à bas régime, ça veut pas. On sent qu'il y a des espèces de sécurité. Et je pense d'ailleurs que ces sécurités sont liées au moteur V4 qui lui accepte très très mal d'être à bas régime. Alors ici, je sors de l'agglomération, on va faire une forte accélération. Je suis en côte, j'accélère fort et ça part déjà très bien. Mais j'ai été surpris de ne pas voir la boîte de vitesse redescendre d'un rapport. Ça m'a laissé en quatrième. Donc j'ai eu une accélération tout à fait suffisante, mais qui n'exploitait pas du tout les performances moteurs. Maintenant, j'arrive sur un Dodane, je suis à 30 km/h. Alors les suspensions sont restées les mêmes, hein. On a toujours à l'avant une grosse fourche inversée réglable. À l'arrière, on a un amortisseur qui est réglable rapidement via une molette.
Et le comportement pour l'instant me semble plutôt bon, hein. C'est pas trop mou, pas trop raide. Là je le prends de nouveau à 30, enfin un tout petit peu plus. Ouais, c'est vrai que par contre on sent quand même qu'il y a une énorme contrainte à cause du poids, hein. La machine est vraiment lourde, mais ça passe, ça passe. Bon les amis, j'arrive sur une succession de virages, donc je vais me remettre en mode sport. Voyons ce que ça raconte. Pas que j'oublie que cette machine est lourde. Allez, j'accélère un peu. Ah, ce qui est impressionnant, c'est la stabilité, hein. En virage, elle est vraiment impeccable, même si elle est lourde. Et les freins sont géniaux. Ils sont même presque trop brutaux. Elle virevolte d'un angle à l'autre sans réelle difficulté. La manœuvrabilité de cette machine à haute vitesse est exceptionnelle. À savoir que les pneus sont relativement gros. On a des roues en 17 pouces et du 120 à l'avant et 190 à l'arrière, ce qui peut se justifier au vu du poids et de la puissance. Franchement, c'est ce qui me surprend le plus avec cette machine, elle est vraiment agréable à utiliser dans les virages. Allez, je réaccélère un peu, je me suis remis en mode D. Franchement, dès qu'on dépasse les 5-6 000 tours, on sent que le moteur, là, il est vraiment en train de vous catapulter, quoi. Avant, c'est plus tranquille. J'ai l'impression quand même qu'avec cette boîte DCT, c'est un tout petit peu moins linéaire qu'avec la boîte mécanique. Ah là là, mais ouais, c'est tellement frustrant en fait cette machine. On fait une rotation de la poignée ridicule, un truc tout faible. On se retrouve catapulté instantanément bien au-delà des limites et on s'en aperçoit uniquement lorsqu'on baisse les yeux vers le compteur. Parce que sinon, on a juste l'impression que d'un seul coup les autres n'avancent plus. Les sensations sont très faibles, hein. Lors du premier test, j'avais comparé cette machine un peu avec un TGV, c'est-à-dire ultra rapide mais pas du tout sensationnel, hein. Dans un TGV, vous n'êtes pas là pour prendre des sensations, bah, c'est toujours le sentiment que j'ai avec cette machine, hein. Le seul moment où on s'amuse vraiment, c'est dans les successions de virages. Mais là, pour le coup, le fait d'avoir 170 chevaux dans une succession de virages n'a globalement aucun intérêt. Bon, nous allons bientôt arriver sur l'autoroute, je vais me remettre en mode sport, tiens. On va voir ce que ça donne, une insertion avec la boîte de vitesse qui vous permet un peu de monter dans les tours. Bon allez, je dépasse. J'ai une fois de plus même pas le temps de vérifier ma vitesse, que je suis largement au-delà des limites. Par contre, la prise au vent est juste insupportable pour une GT. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucune protection. Même au niveau des jambes, j'ai quand même beaucoup d'air. J'en ai sur les bras, j'en ai sur le casque. C'est vraiment désagréable. Et regardez les relances. Là, je suis à 130, j'accélère. Oh, ça a descendu de 2 rapports d'un seul coup. C'est n'importe quoi ce moteur. Allez, je vais me remettre en mode D. Le mode sport est finalement à privilégier uniquement lorsque vous voulez faire de très fortes accélérations. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Concernant l'éclairage sur cette machine, il n'y a pas eu d'évolution entre la phase 1 et la phase 2. On retrouve ce gros feu un peu en forme de X à l'avant. Et on a les clignotants qui sont intégrés dans les rétroviseurs. Par contre, ce sont encore des clignotants à ampoule halogène. Enfin non, c'est des ampoules à filament, à incandescence classique.
Et derrière, les clignotants sont intégrés dans le carénage. Il n'y a que le feu central qui est à LED, si je ne me trompe pas. Bon les amis, je me remets en mode sport, puis on va accélérer un coup. Donc finalement cette phase 2, hein, même s'il semblerait que, je crois qu'ils ont fait un changement de cartographie moteur, oui, le moteur pour moi il est quand même un peu mieux que sur la génération précédente, mais ça reste quand même un truc totalement inexploitable réellement sur route, hein. C'est ultra performant, une vitesse de dingue, des reprises de dingue, et finalement des sensations bien en dessous de ce qu'on pourrait croire. Quand on lit la fiche technique, on se dit que ça va forcément être la machine la plus hallucinante de tous les temps. Ce n'est pas le cas. Bon, maintenant, parlons un peu des aspects pratiques sur cette machine. Donc, on a un petit rangement sous la selle. C'est vraiment pas gigantesque, mais vous pouvez néanmoins y trouver les outils qui sont fournis déjà avec la moto. Vous pouvez y mettre un gilet jaune, peut-être même y mettre un bloc-disque ou un U. Donc c'est pas dingue pour une machine de ce gabarit, mais c'est quand même utilisable. Après bien sûr, si vous voulez de la bagagerie, comme aujourd'hui, hein, vous prenez tout l'ensemble qui était proposé à l'époque en option, donc les valises latérales ainsi que le top case. C'était une option qui valait assez cher et qui maintenant, sur le marché de l'occasion, augmente énormément la valeur de la machine. Vous pouvez mettre 2 casques dans le top case, par contre vous ne pouvez pas en mettre dans les valises. Si vous souhaitez rouler avec un passager, ça ne posera bien sûr pas de problème, la selle est plutôt large, vous avez des grosses poignées de maintien, il y a le top case qui peut faire office de dossier, là-dessus pas de problème. Concernant la consommation, vous voyez que le compteur devant moi affiche 6,4 litres de moyenne, ce qui est tout à fait normal pour une machine avec des performances pareilles et aussi lourdes. Par contre, le réservoir, lui, ne fait que 19 litres. Donc, au bout de 250 km, il faut tout de suite aller faire le plein. C'est pas forcément génial pour une moto conçue à la base pour faire de grands trajets. Donc finalement, que retenir de cette VFR 1200F DCT? Personnellement, c'est la version que je privilégierais par rapport à la version mécanique qui, pour moi, était décevante. Là, celle-ci en boîte DCT est quand même beaucoup plus sympa. Puis de toute façon, vous le savez, hein, je suis un fan des boîtes DCT, j'adore ça. Si vous en cherchez une d'occasion, je vous invite à prendre plutôt une phase 2, donc c'est-à-dire les machines qui auraient été vendues après 2012, car avant il y a eu une campagne de rappel au niveau du cardan. Il y a eu un problème, d'ailleurs je ne me souviens plus de la nature de ce problème, mais il y avait une campagne de rappel à ce niveau-là. Logiquement, les machines d'après 2012 n'ont pas eu besoin de campagne de rappel, hein, elles étaient d'origine avec le correctif. Le moteur pour moi est un petit peu plus sympa, un petit peu plus exploitable avec cette nouvelle cartographie. Et vous avez ce coloris Biton sur les dernières années de production qui est aussi pour moi une amélioration par rapport au coloris précédent. Après, il faut garder à l'esprit que c'est une machine qui valait assez cher lorsqu'elle était en vente. Maintenant, sur le marché de l'occasion, un modèle comme j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire une des dernières, avec pas trop de kilomètres, et toute la bagagerie encore d'origine et un entretien complet, ça se négocie, on va dire, dans les 10 000 euros. Souvent vous en verrez à moins cher, mais elles n'ont pas la bagagerie, et souvent ce sont les phases 1 qui sont moins plébiscitées, moins recherchées, un peu moins chères. Je pense qu'on peut trouver ce genre de moto à partir de 6 500 euros pour les modèles les plus kilométrés, et jusqu'à 10, 11 000 pour un modèle vraiment en parfait état comme j'ai aujourd'hui. Sachez aussi que ce genre de moto coûte relativement cher en entretien. Vous voyez que c'est intégralement caréné, il n'y a pas une bonne accessibilité mécanique, c'est un moteur un peu compliqué, donc les révisions ne sont pas données, c'est un entretien tous les 12 000 km. Je pense, les amis, avoir fait maintenant le tour des caractéristiques de cette moto.
Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez possédé cette machine, que ce soit en version mécanique ou en boîte DCT, pareil, vous pouvez utiliser l'espace commentaire afin de nous donner votre retour d'expérience, ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu sur ce modèle. Je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu jusqu'ici avec cette machine afin que je puisse vous la présenter. C'était super sympa de sa part. Et je reprécise que l'intégralité des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas bien sûr de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner, comme ça on se retrouvera dès la publication du prochain test. Et à tous, à la prochaine! Bon, comme d'habitude, vous voyez que cette machine elle a tendance aussi un peu à chauffer. Bon, elle ne surchauffe pas, mais elle chauffe. Donc très rapidement, vous avez le ventilateur qui fait pas mal de bruit.